tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence des États généraux du tourisme de Respire. Nous sommes aujourd'hui avec le groupe Nouvelle façon de voyager. Un petit rappel technique, il faudrait que toutes les personnes pensent à bien couper leur micro pour éviter toute interférence. Et également, je vais demander à toutes les personnes qui n'interviennent pas en tant qu'animateurs ou présentateurs dans cette conférence de bien vouloir également couper leur caméra. Voilà, la conférence peut démarrer. Célia, à toi. Merci Blandine. Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour votre présence. Du coup, je vais faire une petite intro rapide en me présentant l'équipe. Donc, je suis Célia Melcus, je suis chargée de communication dans le tourisme et je m'intéresse fortement à la question du tourisme durable au sein de Respire. Je coordonne en binôme avec Lisiane de Mentec, le groupe Nouvelle façon de voyager. Donc, on s'intéresse sur les nouvelles attentes des voyageurs, mais aussi ce qu'elles impliquent pour les professionnels du tourisme. Et dans ce cadre-là, donc j'ai la chance de piloter le groupe Voyage Durable. Et l'équipe d'aujourd'hui, je vais les laisser se présenter. On va commencer avec Aurélie. Aurélie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Aurélie, je suis experte en permaculture et j'exerce depuis 20 ans dans différentes fonctions commerciales en B2B pour le marché des groupes Emaïs. Et j'ai rejoint l'association Respire en décembre et directement donc, dans le groupe de tourisme durable animé par Célia. Voilà, parce que c'est une question qui m'intéresse au plus haut point pour envisager le tourisme de demain. Et je passe la parole à Cathy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Cathy Figuière. Je suis créatrice de voyages sur mesure et rédactrice web au Sherlock's du voyage. Ce qui m'anime au quotidien, eh bien, c'est d'accompagner mes clients vers des voyages plus vertueux et tout en préservant la planète. C'est pourquoi j'ai intégré ce groupe et je passe la parole à François. Bonjour, je m'appelle François Huette. Je suis hôtelier de métier avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. J'ai étudié l'économie de la fonctionnalité, qui fait partie des nouveaux modèles économiques durables. Et aujourd'hui, j'anime un podcast justement sur le tourisme durable, qui s'appelle Expérientiel. J'ai rejoint le groupe Tourisme Durable avec vraiment beaucoup d'enthousiasme pour justement réfléchir ensemble sur comment faire évoluer le tourisme vers un tourisme plus vertueux. Voilà. Et maintenant, je passe la main à Magali. Bonjour à tous, je suis Magali, chef de projet en voyage durable et événements positifs. Grâce à 20 ans de passion pour le secteur du tourisme et dernièrement un bref passage dans le monde de la presse, j'ai rejoint l'association Respire il y a maintenant quasiment un an parce que je suis convaincue que tous ensemble, on peut réfléchir à un tourisme de demain qui soit plus vertueux et plus responsable. Je passe la main à Sylvie. Bonjour à tous, je suis Sylvie Hennebeau avec plus de 20 ans d'expérience au niveau de la promotion et du marketing d'une destination ultramarine et très intéressée par le tourisme durable et la formation. Alors Respire était pour moi l'occasion de retrouver au niveau de l'activité des réflexions aussi bien destination, acteurs divers, hôteliers, compagnies aériennes, etc. pour faire un petit peu un point et regarder comment on allait évoluer dans les années à venir. Voilà. Et Béatrice, peut-être, voulez-vous vous présenter? Vous viendrez après en intervention. Oui, donc Béatrice Bellini, donc enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre. Donc, je travaille depuis un certain temps sur les problématiques de l'environnement, du développement durable, dans les disciplines en gestion, donc stratégie, comptabilité, marketing. On aborde, j'ai créé une chaire qui s'appelle Positive Business et dont un des groupes de travail concerne le tourisme, dont Magali fait partie. Voilà. Merci. Du coup, aujourd'hui, on va notamment s'interroger de la manière suivante, comment les professionnels du tourisme et les voyageurs peuvent-ils s'approprier ce type de voyage durable et responsable et quels en sont les enjeux et les paradoxes.
Donc, dans un premier temps, on va vous lancer une courte vidéo d'une vingtaine de minutes dans laquelle l'équipe va présenter ses travaux. Il y aura ensuite une interview de Béatrice, justement. Et enfin, on passera au live où vous pourrez poser vos questions dans le chat à Béatrice et à l'équipe. Donc, on les lira à nos intervenants. Et si jamais on loupe des questions, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Et puis, on pourra aussi vous donner la parole si vous avez des commentaires spéciaux ou des questions particulières à poser. Donc, on vous fera intervenir à l'oral. Du coup, on va commencer. Je vous souhaite un bon visionnage à tous et merci, à tout de suite. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Nous allons ouvrir ici avec vous la réflexion autour de l'appropriation du voyage durable par les professionnels et les voyageurs. Aujourd'hui, nous savons que le tourisme à grande échelle conduit parfois à des résultats assez désastreux, tant sur le plan socio-économique qu'environnemental. Or, la relation entre tourisme et durabilité s'avère en réalité complexe et ambivalente, en raison d'impacts négatifs et positifs entrecroisés. Véritable philosophie, le voyage durable englobe toutes les formes de tourisme respectueuses de l'environnement et du patrimoine et soucieuses du bien-être des populations. Notre cadre d'exploration est le suivant, les voyageurs français en France et à l'étranger, et le choix de parler de voyage durable. Comment les professionnels du tourisme et les voyageurs peuvent-ils s'approprier ce type de voyage? Et quels en sont les enjeux et les paradoxes? L'approche client ne devrait-elle pas s'orienter en fonction des bénéfices et expériences attendues afin qu'il y ait une réelle accroche pour voyager différemment? La crise sanitaire a accéléré les intentions des voyageurs d'expérimenter le voyage durable. Et le voyage durable se veut frugal. C'est avant tout voyager moins loin, moins souvent et plus longtemps. Une préconisation fondamentale à intégrer dès le départ. C'est justement le fait de changer ses habitudes et ses façons de voyager qui entraînera un état d'esprit à voyager différemment et donc plus durablement. Deux tendances fortes ressortent des différentes études. Tout d'abord, les voyageurs font encore confiance aux experts du tourisme pour avoir de vraies offres. En effet, 2/3 des voyageurs souhaitent s'appuyer sur les professionnels pour s'assurer que leur voyage est durable, tandis que 69% attendent de leur part des offres de voyage plus durables. Ils souhaitent ensuite que l'argent qu'ils dépensent soit investi dans une cause. 3/4 des voyageurs disent être prêts à payer un prix plus élevé pour compenser leur empreinte carbone. Et par ailleurs, 68% souhaitent que l'argent qu'ils dépensent pendant leur voyage revienne à la communauté, ce, en toute transparence. Alors, les clients potentiels du voyage durable sont multiples et motivés par la préservation de l'environnement, la rencontre de l'autre et l'immersion expérientielle, le besoin d'être un consommateur et le besoin d'avoir une offre sur mesure, individualisée et hors des sentiers battus. Dès lors, il convient de valoriser le produit en communiquant autour des bonus clients et des effets positifs du voyage durable. Plusieurs types de produits innovants mettront l'accent sur l'aspect créatif du voyage, l'immersion ou encore son côté responsable. Un exemple avec le voyage en train ou en vélo, accessible à tous et qui crée une véritable aventure avec les étapes propices aux rencontres. Des voyages plus écologiques, en accord avec les enjeux climatiques actuels et la mobilité douce, une sensation de liberté retrouvée et le bonheur de reprendre un rythme naturel, une découverte des attraits d'un territoire et de la culture locale à travers l'accueil des habitants, le patrimoine artisanal ou la gastronomie locale. C'est une véritable expérience du voyage. L'une des premières idées reçues sur le voyage durable est son coût. Et même si les voyageurs sont prêts à faire des efforts financiers pour compenser leur empreinte carbone, l'exercice le plus délicat reste à les quantifier.
Il est vrai que la valorisation du produit durable impose des investissements de départ, plus ou moins lourds. Ils doivent cependant être ciblés. Pour faire face, certains prestataires répercutent des augmentations, tandis que d'autres choisissent d'adopter une stratégie compétitive via des actions faciles et efficaces de type nudge. Une incitation douce, un petit coup de pouce donné au consommateur pour modifier son comportement tout en douceur. D'autres pratiques simples et peu coûteuses sont aussi possibles, comme des initiatives locales, à savoir la mise à disposition de vélos sur des sites pour encourager la mobilité douce, des parkings à vélo également. Des facilitateurs individuels, avec la mise en place de rencontres et d'échanges autour d'un métier, de spécificités régionales, d'art ancien, etc., etc. Qui dit moins cher, dit-il forcément moins confortable. Ça, c'est la deuxième idée reçue du voyage durable, un confort spartiate. Or, il existe une grande variété d'hébergements qui ont une stratégie de développement durable, de l'hôtel de luxe écologique aux cabanes dans les arbres ou séjours flottants avec des toilettes sèches. Finalement, toute attitude de voyage est compatible avec le voyage durable. C'est également en toute conscience que le voyageur choisit de vivre une expérience différenciante et moins lisse qu'il jugera plaisante, comme par exemple le voyageur slow, en choisissant une durée plus longue et un rythme moins soutenu, et qui intègre le fait de pouvoir rencontrer des imprévus durant son voyage. Finalement, tout est une question d'équilibre à trouver entre cette envie d'expérience atypique et la réalité des 5 à 7 semaines de vacances à répartir sur l'année. Le voyage s'affiche partout dans les médias, que ce soit sur la télé, au ciné, radio, presse. Les réseaux sociaux et les plateformes web, guides et comparateurs sont autant d'occasions de donner envie de partir et d'inspirer les voyageurs pour s'évader. 2/3 des utilisateurs intéressés par les voyages consultent épingles et tableaux pour s'inspirer avant d'effectuer leur réservation. Or, on constate une ambivalence entre le voyageur qui souhaite découvrir des produits rares et son mode d'inspiration qui est le même que plusieurs milliers d'autres voyageurs. Ambivalence assumée aussi chez certains qui peuvent prendre quotidiennement leur vélo pour parcourir 10 km de leur domicile à leur lieu de travail et disséminer la tonne de CO2 économisée en un week-end à Milan qu'ils posteront sur Instagram. Tout l'enjeu alors du tourisme durable est de promouvoir une destination, un produit, sans pour autant qu'il ne devienne trop visible pour ne pas tomber dans les travers que l'on connaît. Forte affluence, dégradation du site, déchets, pollution. De plus en plus de campagnes de démarketing alertent sur le fait d'arrêter de voyager sous influence sociale, à l'instar de la Nouvelle-Zélande ou du parc national des Calanques, recommandant même de ne pas localiser précisément des lieux insolites découverts de manière à respecter l'écosystème en place et protéger la biodiversité. En synthèse, donc on arrive à deux niveaux de questions. Côté voyageur, quel type de voyage durable souhaite-t-il vraiment faire, que ce soit en termes de confort, de coût, de disponibilité et de temps? Comment peuvent-ils interagir autrement et de façon plus pertinente pour faciliter la planification de leurs vacances tout en mettant l'accent sur la flexibilité, la sécurité et le grand air? Et d'un autre côté, côté professionnel, comment les sensibiliser à développer et à valoriser une offre éco-responsable attractive? N'est-ce pas le moment de redonner du sens au voyage, de lui retrouver une identité forte en répondant aux attentes des voyageurs et donc de se repositionner en expert? Alors, quel rôle peuvent jouer les acteurs du tourisme, qu'ils soient tour opérateurs, DMC ou agences de voyage? Ils ont d'abord un rôle de promoteur du changement, avec la sélection de produits et des partenaires par destination, des circuits courts sur place, des hébergements éco-responsables, la mise en avant d'expériences clients respectueuses des piliers du tourisme durable, et enfin, le contact avec le client qui passerait par une sensibilisation au voyage durable, en lui faisant entrevoir une autre idée du voyage, et la remise d'un devis accompagné de la charte du voyageur assigné pour un engagement. Mais ils ont aussi un rôle d'innovateur par le développement de nouvelles plateformes B2C spécialisées dans le durable, centralisant ici des hébergements éco-responsables en France, par exemple Va au Vert, là des activités, guides, hébergements et restaurants durables, exemple Floqueo, selon leurs propres critères et niveaux de durabilité.
ou encore des applications mobiles pour accompagner les voyageurs à destination, exemple avec Tuki. L'enjeu ne réside-t-il pas dans le rapprochement et le développement des relations professionnelles entre ces nouveaux acteurs et les agences de voyage afin de promouvoir un tourisme plus responsable? Et alors, comment prendre le virage du durable? Le tourisme durable nécessite une coopération vertueuse entre les acteurs locaux, qu'ils soient privés et publics, autour d'activités et de projets collectifs pour travailler ensuite à une stratégie commune et favorable aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et sociétaux de son territoire. Mais comment? Est-ce que cela passerait par l'adhésion des opérateurs privés à l'une des associations pionnières, ATD, ATR ou ATES, pour se sentir certifiés et légitimes au regard de ces enjeux? Est-ce que cela passerait par une prise de conscience collective, celle de considérer le tourisme durable comme un tourisme positif pour mieux sensibiliser et attirer les voyageurs? Quoi qu'il en soit, la formation pointue de tous les professionnels du tourisme sera essentielle pour suivre régulièrement l'évolution du secteur. Une formation aux impacts de la révolution numérique, une formation aux nouvelles attentes des consommateurs, une formation aux nouveaux outils comme l'analyse du cycle de vie et le bilan carbone. Les connaissances acquises doivent être les bonnes afin de permettre aux acteurs du tourisme de prendre les décisions les plus adaptées et de pouvoir les transmettre. Alors, comment les destinations et territoires et les acteurs locaux peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? Le tourisme durable est un outil de développement de l'attractivité et de la compétitivité des territoires, qui passe par la mise en place d'une politique locale dynamique, économiquement, culturellement. Et pour un fonctionnement optimal et une adhésion à ces valeurs, il est indispensable d'y associer la population. Toutes les destinations et territoires, qu'elles soient nationales et internationales, ont donc tout intérêt à s'emparer de ce besoin d'évasion, de cette tendance de l'expérientiel, en créant une offre de qualité qui respecte l'environnement et les cultures locales. Dès lors, le tourisme de proximité est aujourd'hui développé par les acteurs. La revalorisation du produit France en est le parfait exemple, même s'il y a d'autres motifs économiques sous-jacents. En conclusion, reste tout de même à identifier le rôle de la gouvernance et des pouvoirs publics dans le développement du tourisme de demain qui reste insignifiant compte tenu des urgences. En effet, au-delà de toutes les actions locales et indépendantes déjà mises en place, l'instauration d'une antenne nationale devra permettre d'avancer de manière plus efficace. Elle devra avoir un rôle de régulation rigoureuse dans ses actions, claire dans ses objectifs, autant dans ses outils et ses objectifs que pour le voyage durable, pour que le voyage durable soit une industrie pérenne. Donc, suite à ces réflexions sur ces nouvelles façons de voyager et plus spécifiquement sur le voyage durable, il nous semblait percutant de recevoir une intervenante extérieure à la sphère touristique, Béatrice Bellini, qui est maître conférencière en sciences de gestion à l'Université de Nanterre et présidente de la Positive Business Chair, une chercheuse en économie pour réfléchir aux thématiques abordées. Découvrons-la. Bonjour Béatrice. Merci de prendre le temps de nous recevoir chez vous pour parler du tourisme durable. C'est un dossier qu'on travaille tous ensemble pour l'association Respire, le tourisme de demain. Et on voulait vraiment élargir notre réflexion. Et c'est comme ça que Magali a suggéré de prendre contact avec vous parce que vous nous parlez d'un tourisme qui va encore plus loin. Et donc, on voulait en savoir plus. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Que faites-vous? Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre. Plus particulièrement, j'étudie les modèles d'affaires, la stratégie et le marketing des entreprises. On a développé, il y a une petite dizaine d'années, une chaire qui s'appelle Positive Business, donc entreprise positive, dont l'enjeu est de faire évoluer les pratiques
et l'enseignement en management, en intégrant le social et l'environnemental dans les fondamentaux, comme la finance, le marketing, etc. Et pas finalement en ayant des cours déportés de responsabilité sociale comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, puisque on arrive à une déconnexion des modèles de la durabilité justement de notre développement. Donc voilà, rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci Béatrice. Et d'après vous, du coup, quelle serait la définition du tourisme durable et du tourisme positif et quelle en serait la différence ou les différences? Alors, c'est vrai que le tourisme durable est souvent assimilé à un tourisme de niche qu'il porte sur l'environnement ou le social, l'éthique, etc. Pour nous, le tourisme doit, dans tous les cas, être concerné par ces enjeux de durabilité et donc aborder de manière concomitante l'axe social, économique et environnemental. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. C'est aussi quelque part un concept marketing, puisque l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, mais c'est plutôt une manière de se positionner comme pouvant avoir un impact positif et du coup pouvoir permettre un avenir durable pour tous. Bien, et donc d'après vous, qui sont les clients potentiels du tourisme durable et quelles sont leurs attentes? Alors, pour ma part, tout le monde est client potentiel du tourisme durable, du tourisme positif, puisque cela va être fonction des besoins que vous avez. On est tous concernés par une société où les gens vivent bien, où l'intérêt de chacun est préservé. Et je pense que justement, le tourisme positif, c'est faire le choix d'une société aussi plus équitable. Donc, ça nécessite de la transparence et notamment dans la conséquence de ces choix. Et c'est vrai que on passe aujourd'hui d'un marketing de la propagande à un marketing de la confiance et de la transparence. Aujourd'hui, personne ne veut polluer la planète. Vous questionnez n'importe qui dans la rue, il va vous dire non, non, moi je veux pas polluer. Et pourtant, dans ces choix, on va plus ou moins, en fonction de ces choix, justement, il va plus ou moins occasionner de pollution, de détresse sociale. Donc, c'est très important d'avoir une mise en avant des conséquences de ces choix, et cela à tous les niveaux. Aussi bien au niveau d'un dirigeant qu'au niveau d'un salarié, qu'au niveau d'un consommateur. Donc effectivement, je pense que tous en tant que consommateurs potentiels de produits touristiques, on est concernés par ce tourisme plus durable. Bien, merci. Alors du coup, d'après vous, comment on pourrait rendre le tourisme durable accessible à tous d'un point de vue à la fois tarifaire et d'un point de vue expérientiel? Alors, je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour développer des pratiques plus respectueuses de l'environnement et du social, on doit bien sûr avoir des budgets, plus d'argent. Donc, il faut absolument qu'on arrive à créer de la valeur économique avec la qualité environnementale et la qualité sociale des produits et services touristiques.
ça, c'est un point qui est très important parce que je prends l'exemple de la marque du consommateur. Aujourd'hui, ils arrivent à vendre leur lait 43% plus cher pour des questions de qualité sociale. Donc, si on affiche de manière transparente ces enjeux, je pense que le client sera capable de les valoriser et de payer plus cher. On a fait une enquête sur les produits électriques et électroniques, en particulier sur les téléphones portables, et plus de 50% des gens étaient prêts à payer plus cher pour avoir un téléphone qui préserve finalement mieux la nature, où il y a des actions qui sont menées pour préserver la nature et aussi sur les enjeux sociaux. Ce sont des questions qu'on pose rarement en marketing. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle d'environnement ou de social, c'est toujours, est-ce que vous voulez qu'on plante des arbres? Est-ce que vous voulez qu'on donne de l'argent à une association? Mais c'est pas ça. Intégrer l'environnement et le social, il faut le faire dans son cœur de métier. Et ça a un coût. Et ce coût, bien sûr, il faut être transparent parce que les personnes acceptées, 50%, plus de 50% des personnes acceptaient de payer plus cher, mais en contrepartie, il fallait une certaine transparence par rapport au prix du produit et ce détail de répartition au niveau des différents acteurs. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de courant, mais aujourd'hui, les attentes évoluent et ces attentes de transparence, et de confiance aussi, elles sont très présentes. Par rapport à l'expérientiel, effectivement, quand vous achetez un produit et que vous savez que derrière, il n'y a pas de détresse sociale, ni de surpollution, ni de pollution, tout simplement, ou moindre pollution, peut-être que vous allez être donc dans la consommation de ce produit, vous allez en dégager plus de plaisir, plus de bonheur. Et je pense que cette manière d'appréhender les produits, la durabilité des produits touristiques aujourd'hui est totalement absente parce qu'on dit la personne, ce qu'elle cherche, c'est des prix. Donc, il faut des prix bas. Mais c'est faux. Regardez, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui pourtant se payent un téléphone très cher. Donc, en fait, on ne va pas dire que ce qu'ils cherchent, c'est des produits à bas prix, puisque ils peuvent acheter, par exemple, une belle voiture, un beau téléphone. Donc, vous voyez, il y a des choix qui sont faits. Donc, il faut arrêter de penser que la personne, elle est là pour acheter au plus bas, parce qu'en fait, on ne parle que de ça. Et il faut aussi être capable de valoriser ce qu'on appelle, nous, la qualité sociale et la qualité environnementale de produits. Alors, un des impératifs, c'est cette notion de connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de personnes sont capables de définir ce qu'est une qualité sociale ou une qualité environnementale de produits. Et là, on a un effet qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger qui nous nuit. C'est l'effet de surconfiance, en fait. Quasiment tout le monde est convaincu qu'un produit recyclé, c'est bon pour la planète. C'est pas forcément bon. Donc, il y a des espèces de réflexes comme ça qui font que les gens ne se sentent... Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va être docteur en médecine, il va pas se dire « moi, je sais ce qu'il faut pour soigner ça et ça ». Parce que c'est évident. Non, il va se former. Dans le domaine de l'environnement, comme dans le domaine du social, on pense savoir ce qui est bien. Ah oui, il ne faut pas que les enfants travaillent. Oui, mais d'accord, mais quand les enfants, les parents n'ont pas les moyens de les nourrir, qu'est-ce que tu fais? C'est très bien, il faut, par exemple, le bio, c'est génial. Oui, mais quand tu déforestes des forêts primaires pour planter du bio, c'est bien ça aussi. Et donc, du coup, ça nécessite un apprentissage, ça nécessite une formation. Et ça, je pense que c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Selon vous, comment les pros du tourisme peuvent-ils s'approprier tout ça, renouveler leurs offres et valoriser leur savoir-faire? Alors, il faut savoir que depuis maintenant un peu moins de 10 ans, on vit ce qu'on appelle la révolution numérique, qui déstabilise tous les référentiels. En stratégie, en marketing, c'est plus du tout la même chose. En marketing, on a totalement changé de paradigme. Avant, on était là pour
pour produire de la donnée. Maintenant, on est là pour trier la donnée parce qu'on en a trop. Et donc, du coup, je pense qu'au niveau des professionnels du tourisme, il y a une vraie nécessité de se former, aux impacts de la révolution numérique, puisqu'on parle beaucoup, par exemple, de TripAdvisorisation, ces fameuses notes qu'on attribue qui peuvent avoir des impacts incroyables sur le business. Et puis aussi, il faut qu'ils se forment aux nouvelles attentes. Et aussi, bien entendu, qu'ils se forment sur, est-ce que faire un bilan carbone, ça va être suffisant pour pouvoir vivre, pour que mon entreprise puisse encore exister demain, ou pour pouvoir dire que mon voyage, il est moins impactant écologiquement parlant. Et ça, c'est un vrai problème. Beaucoup ne savent pas faire la différence entre une ACV, une analyse de cycle de vie, un bilan carbone. La dernière fois, je discutais avec des directeurs marketing. Ils me disaient, ah oui, nous, on veut valoriser notre production locale, donc on va faire une analyse de cycle de vie. Je lui dis non, faut pas faire ça, parce que la partie transport dans l'analyse de cycle de vie, généralement, elle est super amoindrie. Donc, vous allez faire ça, ça va rien vous donner du tout. Un bilan carbone, peut-être, mais ça veut dire que quelque part, si vous voulez valoriser le local, avec un bilan carbone, vous n'allez pas pouvoir tout valoriser. Parce qu'on n'intègre pas la biodiversité, l'empreinte eau, etc. Donc, et je pense que cette connaissance aussi des outils est indispensable, et des réflexes, les étapes du cycle de vie, tout ça, c'est des réflexes qu'il faut avoir. Parce que quand on a les bonnes fondations, après, on peut construire quelque chose de solide. Aujourd'hui, on construit sur des fondations qui sont mouvantes. Là, on impose maintenant aux entreprises de plus de 50 personnes de faire un bilan carbone. Mais ça ne va pas changer leur modèle d'affaires. Et sur quel scope, c'est-à-dire sur quel périmètre? Aujourd'hui, quand Danone dit moi, 95% de mes impacts, ils ne sont pas chez moi, ben oui, donc si on fait un bilan carbone dont le périmètre, c'est chez toi, par rapport à la satisfaction des accords de Paris ou du facteur 4, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, il y a des vrais enjeux de filière à valoriser. Et aussi, il y a un enjeu dans le tourisme, c'est qu'on est sur des produits et services complexes. Moi, j'ai travaillé dans l'automobile. On disait que l'automobile, c'était un produit complexe, mais c'est pas du tout complexe par rapport aux produits touristiques. Où là, en plus, on peut avoir des décalages de référence niveau social, environnemental. Il faut savoir que les attentes sociales en France sont pas celles en Chine, sont pas celles aux États-Unis. Et donc, quand vous parlez de qualité sociale d'un produit, d'un service, quel référentiel on prend? Vous voyez, et c'est pareil pour l'environnement. Pourquoi aller sonder en Chine, est-ce que vos produits sont recyclés? Ou en Inde, s'il n'y a pas de filière de recyclage, ça sert à quoi? Donc, on va plutôt prioriser des produits biodégradables, par exemple en Afrique, quand finalement vous êtes dans un hôtel en plein milieu d'une forêt, que peut-être dans un hôtel en France où, effectivement, on a quand même une gestion des déchets qui est plus optimale. Et donc, cette adaptation locale est essentielle. Donc, effectivement, pour les pros du tourisme, je pense que c'est aussi nécessaire de voir les opportunités que crée cette valorisation de leur engagement pour le social et pour l'environnement. Bon, bien sûr, une valorisation qui va aussi entraîner des coûts supplémentaires, parce que j'améliore pas ma qualité sociale ou ma qualité environnementale en faisant des économies, c'est pas vrai. Donc, il y a un vrai enjeu aussi d'apprendre à connaître. Alors, la question, c'est, d'accord, ok, et on apprend où tout ça? Parce que tout ça, c'est nouveau. Eh bien, on apprend ça chez nous. Voilà. Non, mais c'est amusant parce que vous voyez bien qu'au final, il faut que tout le monde discute les uns avec les autres, qu'on n'ait pas une approche financière, sans qu'on ait une approche comptable, sans qu'on ait une approche marketing, sans qu'on ait une approche en fait globale. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les formations que l'on a sont trop silotées. Nous, on essaye de construire des outils
en transdisciplinaire, ce qui est compliqué, hein, parce que comprendre l'autre, les réflexes, ce qui est important pour l'autre et tout ça, c'est très compliqué. Donc, on essaie, tout ce travail qu'on fait maintenant depuis plus de 10 ans, on essaie dans tous les cas de le mettre à disposition et d'engager des réflexions. Béatrice, merci. Vous avez parlé de comprendre l'autre. Vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, quelle est son importance par rapport à ça? Et quel rôle ça joue, justement, dans la définition, dans la valorisation de l'offre qu'on peut développer par la suite? Disons qu'en fait, l'autre, dans un message, on a un émetteur, un récepteur, un code. Et je pense que souvent, on n'arrive pas vraiment à bien caractériser l'un et l'autre, ces différences. Et donc, on peut envoyer un message qui est pour le coup, plein de bonne volonté, de bonne foi, mais qui fait flop, en fait. Et voilà, il y a un vrai enjeu d'écoute, et surtout de savoir positionner. Vous voyez, quand on parle à quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, eh ben forcément, on ne va pas lui parler pareil que quelqu'un qui a fait du marketing, de la finance ou une école d'ingénieur agronome. Le cerveau est structuré totalement différemment, donc il y a une manière d'aborder les choses qui est différente. Et puis après, il y a l'aspect culturel aussi, forcément, son histoire. Voilà. Et je pense que ça demande beaucoup d'humilité, d'écoute, et la construction est progressive. Alors, dans un monde où il faut aller vite, c'est vrai que nous, on essaie d'aller vite, mais c'est compliqué parce que il faut un peu de slow aussi dans la construction de quelque chose de solide. Dans tous les cas, je pense que les fondations, il faut prendre un peu de temps parce que la tour, elle peut se construire très vite. Si les fondations sont solides, elle sera solide. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut vite construire et donc on prend le risque que les fondations ne soient pas solides et qu'à terme, ça s'écroule. Mais ça ne s'écroulera pas sur nous, ça s'écroulera sur les générations d'après, vous voyez. Et du coup, on va aujourd'hui, les entreprises mettent de plus en plus de moyens dans leur politique de préservation de l'environnement, du social. Et pourtant, on fait un constat, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau européen. On voit bien, la biodiversité, ça se dégrade. Donc, on peut se poser la question, mais est-ce si efficace que ça? Et donc, du coup, ces critères d'efficacité, de performance, aujourd'hui, on les questionne beaucoup. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'impact. On a un outil en marketing, marque impact. On met en place pour les entreprises un comité à impact parce que ce qu'il faut, c'est aussi revoir les modèles d'affaires pour qu'ils soient compatibles avec les enjeux de l'accord de Paris, du facteur 4 et surtout de la survie de tous sur Terre dans de bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Merci. Une dernière question pour les pros du tourisme qui ont pris conscience, qui devaient changer justement leur modèle d'affaires et qui ne savent pas comment faire. Quelle serait leur première étape que vous leur conseillerez? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, une des étapes, c'est réussir à trouver un lieu de partage. Parce qu'un lieu de partage, c'est quelque chose de rassurant. Et c'est vrai que… Et où on peut construire et s'auto-enrichir. Je pense que dans le domaine du durable, les ascenseurs sont difficiles à prendre. Donc, il faut construire faire du pas à pas, en fait, monter les marches une à une. Et on y arrive plus facilement avec plusieurs personnes parce que c'est plus d'opportunités d'apprentissage, en fait. Et toi, si tu n'arrives pas à discuter avec lui, peut-être que l'autre va réussir et va t'amener à la première marche. Et à la première marche, tu pourras me comprendre. Parce que tu seras à la première marche et au départ, tu ne peux pas me comprendre. Et donc, du coup, il y a cette espèce voilà. Donc, rejoindre un groupe
effectivement de personnes et ça motive beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, regardez, vous êtes unis sur un objectif commun. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit et qu'on construit surtout plus vite. Parce que aujourd'hui, on a quand même un impératif d'urgence. Donc, il faut viser à construire plus vite et on construit plus vite quand on est à plusieurs. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, Béatrice. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, voilà. Vas-y, François, je te laisse. Non, vas-y. Merci pour votre attention. Du coup, on avait une première question d'Annick qui demandait par rapport aux professionnels du tourisme, ils auront besoin de se former au voyage durable afin d'être capables ou en mesure, en tout cas, de faire des propositions concrètes sur ce type de voyage et d'avoir des offres assez convaincantes pour les voyageurs. Qu'en est-il de la formation? Est-ce que, Béatrice, vous pouvez nous donner votre point de vue dessus ou quelqu'un de l'équipe? Je veux bien commencer. Donc, ce que je disais en fait dans l'interview, c'est qu'effectivement, on a besoin de se former. Maintenant, il faut quand même savoir que dans le monde d'aujourd'hui, l'économie est très importante. Enfin, très important. Les choix, beaucoup de choix se reposent sur des bilans et des comptes de résultats. Et on n'est pas capable aujourd'hui, dans un bilan et dans un compte de résultats, de faire ressortir un bénéfice social et un bénéfice environnemental. Bref, c'est compliqué parce que, comme je l'avais dit, quand on s'implique dans le social ou dans l'environnement, ça va coûter plus cher. Donc, ça va être des charges et on ne va pas forcément voir finalement le bénéfice économique, sauf si on valorise dans le prix du service touristique. Donc, quand on parlait de formation, aujourd'hui, on peut avoir des formations qui vont vous expliquer le réchauffement climatique, la biodiversité, etc. Mais derrière, il faut mettre en place des actions qui ont un coût. Et ça, il faut que ce soit justement les services de gestion, comptable, contrôle de gestion, stratégie, management, qui soient formés. Et on a donc, comme je vous disais, hein, nous, on développe des outils, donc on propose aussi des formations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes qui sont les décideurs, non, en fait, abordent ça plutôt d'une manière, voilà, on va proposer des services, on va par exemple accentuer le traitement des déchets, le tri des déchets, etc. Donc des mesures, et on va choisir des mesures qui ne coûtent pas trop cher pour justement, et ces mesures, ces petits pas, ça peut sembler vertueux, mais finalement, ça ne permet pas, si vous voulez, un changement de mentalité. C'est un petit peu comme le colibri. On dit, ben, chacun fait sa part, mais on continue à être toujours dans le même modèle. Donc, alors qu'il faut effectivement changer de voie. Donc voilà, pour la formation, très peu de formations aujourd'hui accessibles en management qui enseignent, ben, François disait tout à l'heure, l'économie de fonctionnalité, la vraie économie circulaire, parce qu'aujourd'hui, on appelle économie circulaire la gestion de déchets. Donc, je veux dire, il y a 30 ans, j'enseignais la gestion de déchets. Hein. Ça s'appelait gestion de déchets, pas économie circulaire. Et c'était pareil. Hein. Donc, la vraie économie circulaire, c'est-à-dire avec un bouclage, cette adaptation locale, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on gère des sites différents dans des pays différents, absolument avoir conscience du local et investir dans des projets qui sont vraiment pertinents localement et pas avoir une espèce de coloration globale. Voilà. Moi, si je peux rajouter quelque chose aussi, toute formation, à la fin de la journée, tout dépend quelle est la réelle intention qui est posée derrière ça. Et ça, c'est vraiment important. C'est est-ce qu'on veut vraiment avoir un impact
Et à ce moment-là, ça veut dire une remise en question de la réflexion stratégique d'une entreprise ou de qui que ce soit. C'est-à-dire à quel endroit on positionne les enjeux environnementaux, sociaux dans la stratégie de l'entreprise. Parce que souvent, on est quand même dans une stratégie très financière. Donc, la finance dirige les actions qu'on souhaite mettre en place. Et moi, j'ai vu dans certains cas où justement, on a inversé ça et on a mis la stratégie environnementale et la stratégie sociale en haut. Et on ne l'a pas pris pour un coût, mais on l'a pris pour un investissement. Et ça va même beaucoup plus loin parce qu'on s'intègre dans les territoires dans lesquels on agit. Et à ce moment-là, c'est vraiment, on est dans un écosystème, on contribue à un écosystème, on n'est pas centré sur nous-mêmes. Et ensuite, la finance devient une résultante. Et on se rend compte que des fois, avec ce genre d'approche, eh bien, d'un seul coup, il y a des choses qui se mettent en place à tous les niveaux de la hiérarchie de l'entreprise. Donc, l'intention, pour moi, est quelque chose d'essentiel et qu'elle soit posée clairement et qu'elle soit comprise par les différentes parties prenantes ou acteurs. Est-ce qu'on a répondu à cette question? Ou tu veux dire quelque chose, Béatrice? Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, là, il y a sur le chat, on dit que ça doit être intégré dans une démarche RSE. Et comme je l'expliquais un petit peu dans l'interview, nous, on ne veut pas que ce soit déporté sur la RSE. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le réveil écologique en France, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est des étudiants qui sont dans les grandes écoles, qui ont lancé une dynamique il y a 4 ans. Et là encore, des étudiants d'HEC ont dit on en a marre. En fait, on voulait de l'environnement et on nous claque des cours de RSE qui sont totalement en dissonance par rapport à nos cours en finance, économie, gestion, management et comptabilité. Vous n'avez rien compris. Et c'est vrai. Donc, la démarche RSE, c'est dangereux parce que la démarche RSE, c'est isolé. Et en plus, au niveau international, on a un problème de traduction. Parce que responsibility, ce n'est pas la traduction de responsabilité en France, c'est accountability. Et du coup, quand on passe à l'international et qu'on parle de RSE, de CSR, la Corporate Social Responsibility, ça passe à un niveau tout bas, en fait, hein, puisque la responsabilité aux États-Unis, c'est obéir à ton patron, quoi. Il n'y a pas du tout de notion de redevabilité, notamment au regard de la société. Et donc, ça, ce n'est pas du tout perçu. Et c'est vrai que finalement, la RSE se débrouille pas mal avec ses casseroles parce que finalement, on arrive quand même à discuter là-dessus. Donc, il y a des vrais… Il faut faire très attention. Et tout ça, c'est pourtant cautionné par des gens qui sont de bonne foi, mais qui parfois ne voient pas les travers des démarches quand on l'isole. Et aujourd'hui, nous, quand on se rapproche des organismes de tourisme et qu'on dit on veut travailler sur vos modèles d'affaires, on veut valoriser vos services avec de la qualité sociale et environnementale de produits, on nous envoie vers le service communication ou le service RSE. Donc, en fait, on a un problème. On dit mais non, on ne vous parle pas de ça, on vous parle de marketing, de stratégie. On ne vous parle pas de RSE parce que la plupart du temps, la RSE, c'est aider des associations. Donc, c'est une approche très philanthropique. Aider localement, voilà, alors ça peut être vertueux, je ne dis pas que ce n'est pas vertueux du tout. D'ailleurs, il y avait quelqu'un dans le chat qui parlait de compensation. Il faut qu'on valorise les actions de compensation, mais surtout qu'on les raccroche au métier de l'entreprise. Et vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai une amie qui travaille chez Bayer, on lui a dit, surtout, les actions RSE ne doivent pas être attachées au cœur de métier. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on ne doit pas accuser l'entreprise de faire de l'argent avec des actions dans le domaine du social et de l'environnement, ce qui n'est pas du tout pertinent. Parce que si on détache les actions en matière de RSE du cœur de métier, on va rester dans la philanthropie et rester dans la compensation. On ne va pas du tout être dans la réduction de l'impact et dans l'évolution de l'offre. Les aspects marketing sont essentiels. Aujourd'hui, il faut savoir que dans toutes les formations marketing dans le monde, on n'apprend pas ce que c'est une qualité sociale, une qualité environnementale de produit. On apprend des labels, on apprend à dire que le recyclé c'est bien, le bio c'est bien, ça fait plus vendre, c'est génial. Et au final, on n'a pas une action à impact. Mais pas du tout de manière volontaire. C'est ça le pire hein, dans l'histoire. C'est que
les gens y croient vraiment. Donc voilà. Merci beaucoup. Je voudrais passer à une autre question qui a été posée par Joël Guillot. Est-ce que Joël est toujours là? Et si Joël est là, est-ce qu'elle veut prendre Oui, je suis là. Eh bien, bonjour Joël. Est-ce que vous voulez poser votre question par rapport au C'était laquelle? Parce que je crois que j'en ai posé plusieurs. Non, moi, je parlais surtout de la compensation, justement, parce que comme on a quand même beaucoup de pays qui vivent du tourisme de masse, voilà. Donc, je me disais, si on développe le tourisme durable, et moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, je suis complètement d'accord avec ça, il n'y a aucun souci. Au contraire, je suis très, très sensible à cette thématique et je me dis comment les pays comme la Thaïlande, l'Égypte, etc., comment ils peuvent récupérer, entre guillemets, ce qu'ils vont perdre en tourisme de masse par du tourisme responsable qui reste quand même un tourisme de niche. Voilà. En fait, c'est un petit peu, je vais un petit peu plus loin. Parce que je pense qu'en tant que professionnel, on doit aussi penser à ce qu'on détruit, bien sûr, et ce qu'on apporte. Donc, c'est un peu compliqué, je trouve. C'est pour avancer dans la démarche, en fait, hein, ma réflexion. Oui. Tout à fait, je trouve ça pertinent. D'ailleurs, excusez-moi, ça peut taper derrière moi. En fait, je trouve ça pertinent parce qu'on a le cas au Vietnam, par exemple. Au Vietnam, ils ont choisi le tourisme de masse. Ils ont totalement détruit des espaces qui étaient magnifiques, en montagne notamment, parce qu'ils ont fait le choix du tourisme de masse. Ils ont creusé les montagnes des autoroutes et c'est vrai qu'ils ont tout détruit. Du coup, l'endroit, c'est au nord du Vietnam, a perdu tout son charme. Oui, même la baie d'Along, moi je suis allée il y a 2 ans, c'est dramatique, quoi. Dramatique. Peut-être que, je me permets d'intervenir, peut-être que je suis Anne, j'ai créé le site qui s'appelle Éthique Hôtel, et peut-être que la quantité ne changera pas, mais qu'il faut en tout cas inciter à aller dans des régions où les gens ne vont pas. Enfin, parce qu'en Thaïlande, par exemple, les gens vont tous sur les mêmes îles, suivent tous le même trajet. Et peut-être que c'est une idée, hein, mais c'est peut-être qu'il faut inciter les gens à découvrir des régions moins connues qui ont autant de richesses et du coup de permettre d'étaler, de moins concentrer le tourisme dans des points précis. Et voilà, ça peut être des transitions en douceur pour ces pays-là, parce qu'effectivement, on a un devoir. Enfin, on a vécu de belles expériences tous grâce à eux depuis de nombreuses années. On ne peut pas les laisser tomber maintenant, mais ça nécessite un accompagnement quand même, je pense. Oui, je pense à un accompagnement, mais c'est vrai qu'à Venise, ils avaient tracé des parcours en dehors des parcours phares. Ça ne marchait pas du tout. Oui, mais c'est aussi à nous. Je pense qu'il faut qu'on ait un discours, enfin, tous ensemble, un discours. Comment dire, il faut qu'on donne envie aussi aux gens de voir d'autres choses que, ça passe par, je sais pas, Venise, effectivement, quand on va à Venise, c'est beau, mais il y a plein d'autres îles qui sont superbes autour de Venise. Enfin, voilà, c'est inciter peut-être à... Il faut qu'il y ait une communication globale, hein, de ces destinations aussi sur d'autres choses à voir. Voilà. Mais oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a aussi notre culture et notre histoire, vous voyez. C'est pareil quand vous dites que vous allez loin, tout de suite, t'es allé loin. Si tu dis je suis allé en vacances à 20 km, c'est pas du tout. Donc il y a une question aussi d'admiration et d'ego. Ouais, mais les choses changent aujourd'hui. Enfin, les gens ont envie de changer. Et je suis sûre que vendre aujourd'hui un super endroit où il n'y a pas la masse, ça peut plaire à pas mal de gens, en fait. Et on est aussi content de dire qu'on a vu quelque chose. Enfin, voilà, moi, j'étais au Pérou il y a 3 ans. J'ai adoré le Machu Picchu, mais Pisac, le site qui est à 50 km de Machu Picchu, m'a laissé encore plus rêveuse parce qu'il n'y avait pas grand monde, parce qu'on était un peu seul et que c'était une expérience extraordinaire, quoi, par exemple. Oui, mais vous êtes quand même allé à Machu Picchu. Oui. Et donc, c'est quoi le problème? Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas si je le referais, par exemple. Parce qu'avant, on ne m'avait pas parlé de Pisac. Enfin, en fait, c'est ça. En fait, on parle que du Machu Picchu et il n'y a pas de communication de manière plus large de ce que ça peut avoir comme avantage. Vous vous rendez compte de l'importance du marketing et de la communication, hein, faire briller des choses. Et en fait, on travaille tous notre ego. Donc on va effectivement
porter des choses en lesquelles on croit par la com et par le marketing. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait des communications, il faut se rapprocher peut-être d'office de tourisme, en tout cas de personnes qui communiquent sur des destinations pour changer cette vision et proposer d'autres choses. C'est un travail long, ce ne se fera pas du jour au lendemain, mais ça peut être profond et il y a plein de belles choses à découvrir partout et c'est à nous d'essayer de donner envie de découvrir ces autres endroits. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on fait rarement, c'est tout ce qu'on enseigne ou tous les concepts, derrière, il y a des idéologies. Et je pense que ça aussi, c'est important. Vous voyez, je discutais hier avec sur la notion de sobriété. Et on me disait, à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens qu'il faut de la sobriété. Et bon, moi, je suis en marketing. Je dis, moi, franchement, la sobriété, ça ne m'attire pas. Mais c'est surtout que derrière la sobriété, il y a une idéologie. C'est-à-dire qu'on pense que moins consommer, on est moins heureux. C'est pas le cas, c'est pour ça qu'il y a toute une démarche à faire de manière… Quand même, vous voyez ce que je veux dire, ça porte ça derrière, ça porte toujours cette idéologie de consommer rend heureux. Et moi, je lui dis, mais non, parce que finalement, consommer différemment et moins, ça peut rendre plus heureux. C'est juste une question derrière comment on communique. Et je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de former ces gens en marketing, marketing, tourisme, etc. Là, j'ai fait un cours de marketing expérientiel à l'Institut Paul Bocuse, justement pour essayer d'étendre, parce qu'en fait, c'est une question d'extension de l'expérience du client, vous voyez. C'est-à-dire que quand on mange un plat, ce n'est pas seulement un plat qui est beau, qui est bon, mais en plus, c'est un plat qui va avoir des vraies valeurs sociales et environnementales, vous voyez. Mais ce n'est pas au client. Pas forcément, et tu ne peux pas le vendre plus cher non plus, parce qu'au bout du compte, quand même, c'est si j'étends mon expérience, alors je ne dis pas de doubler le prix, ce n'est pas une question de doubler, mais rien que rajouter quelques centimes, ça peut changer la donne. En fait. Je propose, Anne et Béatrice, de passer à une autre question, parce qu'il y en a pas mal d'autres questions, et il nous reste qu'une demi-heure, si vous me permettez. Et il y a une question de Samantha. Je ne sais pas si Samantha est toujours là. Samantha Fieugent qui voulait poser une question justement sur la compensation carbone. Oui, je suis là. Eh bien, vas-y, Samantha. Oui, donc je voulais savoir, en fait, pour vous, est-ce que la compensation carbone est utile et a de vrais résultats ou est-ce que c'est plutôt employé comme un argument marketing et du coup un moyen de déculpabiliser le voyageur, en fait, donc de prendre l'avion, de prendre le bateau, la voiture, etc. Alors voilà, la compensation, c'est un moyen facile de continuer sur le même modèle d'affaires dans lequel on est en faisant justement, en faisant quelque chose, en ayant une action un peu philanthropique, donc à côté du modèle d'affaires. C'est comme quand les entreprises créent leur fondation. Les entreprises créent leur fondation parce qu'ils se rendent compte que leur modèle d'affaires, il n'est pas très compatible avec l'environnement et le social, et donc du coup, on crée une fondation et on déporte la responsabilité. Et là, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on te dit, non mais t'inquiète pas, tu peux continuer à vendre des vols d'avion, tu vas les compenser. Donc, en fait, on ne touche pas le mainstream, on ne touche pas le modèle d'affaires et on compense. Mais bon, comme je le disais un peu dans le chat, les gens qui font ça, ils sont de bonne foi. Ils pensent réellement que la compensation va permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, ce qui n'est pas vrai. Puisque si on n'a pas une inflexion du modèle d'affaires de l'entreprise, on n'arrivera pas à diminuer de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, il faut juste, finalement, et là encore, c'est de la montée en compétences. C'est de se dire, bon, ta compensation, vas-y, réfléchis. Quand tu vas planter des arbres, on te dit, oui, super, tu plantes des arbres, les arbres vont absorber du carbone. Mais regarde toute la logistique qu'il y a derrière planter les arbres. Ça, ce n'est pas inclus dans le bilan. C'est comme quand on vous dit, utiliser de la matière recyclée. On n'inclut pas du tout les efforts qu'il faut, l'énergie, l'eau qui est nécessaire à fabriquer cette matière recyclée. On la présente comme écologiquement intéressante, alors qu'on n'a pas fait justement l'analyse de cycle de vie de toute cette matière recyclée. Donc, effectivement, je pense que là aussi, c'est une montée en compétences. Et nous, dans l'outil comptable, ces aspects de compensation, on les fait apparaître. Parce que quand les gens font des actions, il faut les montrer. Mais on les raccroche, on essaie de les raccrocher à leur cœur de métier. Voilà. Donc déjà, et on essaie de leur faire comprendre que pour avoir une trajectoire
durable, même pour l'entreprise, hein, parce que c'est nécessaire, on n'a plus de ressources, donc à un moment donné, il faut faire avec ça. Il faut changer de modèle. Donc c'est vrai qu'au départ, enfin nous, en tant que scientifiques, vous parlez de la compensation, voilà, parce qu'on n'est pas… Juste pour se donner bonne conscience, en fait. Voilà. On n'est pas du tout dans ces approches, mais ce qu'il faut, c'est pareil, c'est comprendre l'autre. Pourquoi il fait de la compensation et pourquoi surtout le consommateur adhère totalement à cette logique de compensation. Oui, il faut peut-être plus l'informer sur les réels impacts de cette compensation et ce que ça implique. Voilà. Et en fait, c'est encore une question d'information et de formation. Parce qu'aujourd'hui, franchement, si on conseille une entreprise dans le domaine de l'environnement et du social, on lui dit « prends un bon cabinet de com, ça suffit », clairement. Ne touche pas ton modèle d'affaires ni ton produit. Si on est purement business, voilà. Parce que c'est compliqué. Ça coûte plus cher de faire évoluer ton offre, de faire évoluer ton modèle d'affaires que de prendre un cabinet de com, et les cabinets de com sont très bons. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de transparence, parce que ce qu'il faut, c'est doubler ces cabinets de com et faire en sorte que le consommateur arrive à faire la différence entre un produit qui est marketé et qui a zéro valeur environnementale et sociale et un produit qui a de la valeur. Mais ça, on ne peut le faire qu'avec de la transparence, qu'en justifiant finalement cette qualité de produit en s'appuyant notamment sur les comptes, le compte de résultat et le bilan. Et en disant, oui, je demande des choses à mon fournisseur, mais je le paie plus cher pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, nous, on développe un partenariat avec les fournisseurs. Oui, mais vous le payez de moins en moins cher en demandant plus de choses. Ce n'est pas possible. Et ça ne se voit pas. Vous voyez ? Donc, en fait, si on s'appuie sur les comptes, on a tout dans les comptes. Donc, voilà, nous, c'est notre approche et c'est aussi le fait d'arriver à faire briller des entreprises qui font les choses par rapport à d'autres qui font de la com. D'accord, ok. Merci pour votre réponse. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre question, Jennifer Dumont. Tu es là, Jennifer, qui était sur le seuil d'émissions carbone à ne pas dépasser dans le secteur du tourisme. Tu veux poser ta question ? Oui, bonjour. Alors moi, je suis toute nouvelle. Je suis une formation actuellement plus sur la partie écologie, transition écologique, avec tous les enjeux environnementaux, sociaux, etc. Et je me lance sur un projet entrepreneurial sur le tourisme durable et notamment créer un voyage sur le 06 pour commencer, en tout cas prototyper un voyage zéro carbone. Alors on s'entend parce que le zéro carbone n'existe pas, mais sur toutes les recherches que je fais actuellement, je ne trouve pas de chiffres concrets sur les seuils à ne pas dépasser sur un voyage. À combien on estime ce seuil-là pour une année de voyage pour compenser correctement. Alors on s'entend sur la compensation, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, ça peut être une de mes questions, mais je vais laisser les autres poser leurs questions là-dessus. Oui, vas-y. Donc, c'est vrai que si on part sur les accords de Paris et les émissions moyennes par personne, j'ai plus en tête, c'est vrai que l'idéal, ce serait que par an, on ait chacun un tonnage carbone max à dépenser et qu'on l'affecte à des choix. Voilà. Il y a une entreprise dans le domaine du tourisme, une plateforme, qui a essayé de se positionner là-dessus il y a 1 an et demi et qui a même recruté un ingénieur pour faire des analyses de cycle de vie. Et au final, elle ne communique plus du tout là-dessus parce que déjà, en tonnage carbone, ça ne fait pas grand-chose. Et donc, quand tu comptes tout ce que tu consommes, déjà, tu l'as largement dépassé. Et en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant son positionnement de dire, vous partez avec nous et on vous garantit que vous êtes dans votre autorisation d'émissions carbone pour convenir aux accords de Paris. Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Mm-hmm. Mais là, je vois qu'ils ont totalement abandonné cette position. Je suppose que c'est les investisseurs aussi qui ont dû un peu… C'était une start-up, ils ont eu des investisseurs qui sont rentrés là au début d'année. Je pense qu'en fait, si vous voulez, les investisseurs, tout ça les intéresse encore que moyen. Donc, ils ont totalement abandonné ça, mais je trouvais l'approche intéressante. C'est une approche à impact. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont une approche de gestion de risque centrée sur le risque à elles.
Et nous, ce qu'on voulait faire comprendre, c'est qu'il faut une approche à impact. On a des seuils à atteindre en 2030-2050. Comment on arrive à avoir une trajectoire compatible avec ces seuils? Mais bon, derrière, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça, voilà, je voulais dire ça parce que c'est très émissif un voyage, quand même si on fait pas grand-chose. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'était, par exemple, sur le site d'Explora Project, ils annoncent globalement un chiffre de 5,5 tonnes à l'année maximum dans ces voyages. Mais comment il s'est fixé ce seuil-là? Enfin, est-ce qu'il y a un seuil particulier à atteindre maximum pour un voyage, enfin pour tous les voyages de l'année entière, quoi? C'était, voilà, comment il a décidé ce seuil-là et... Je pense que tu prends en fait les tonnes globales par personne et après tu affectes une moyenne par personne. Mais ça, c'est un peu ridicule parce que chacun... Bah oui. Par exemple, un SUV, ça émet autant qu'un chien de 25 kilos. Bon, finalement, tu choisis quoi? Le SUV ou le chien? Alors là, les gens qui ont un chien, ils disent non, mais c'est n'importe quoi, tu compares un SUV avec un chien. Je dis non, mais c'est un choix. Si la personne est heureuse dans ses SUV, pourquoi critiquer le choix d'un chien? Ben, oui. Et du coup, c'est vrai que les 5,5 tonnes, je pense qu'on parle d'une moyenne émise par Français, par exemple, et donc il reste 5,5 tonnes. Après, tout ça, ce sont des conventions. Et tu ne peux pas savoir si c'est... c'est comme les modélisations en analyse de cycle de vie ou en bilan carbone. Tu fais des choix. Nous, en analyse de cycle de vie, quand on sort des conclusions, on a des marges d'erreur de plus de 50% quelquefois, parce qu'on n'a pas les informations. Ça, on ne le dit pas. Mais bon, en statistique, nous, en marketing, si la probabilité elle n'est pas inférieure à 5%, on ne sort pas les chiffres. Hein. Okay. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ça, ce sont des conventions. C'est très difficile à évaluer. Et je pense qu'effectivement, il va falloir faire des choix. Ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire que tu seras moins heureuse parce que tu feras ces choix-là. Mais effectivement, en fonction des choix que tu fais, en fonction... Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, on parlait en Suisse, ils avaient dit les Suisses ne vont avoir le droit qu'un voyage en avion par an. Bon, ça ne s'est jamais fait. Hein. Mais il y avait des choses comme ça qui étaient déjà discutées, comme le nombre d'enfants, par exemple. Bah oui, tu choisis d'avoir 4 enfants, bah, je suis désolée, tu restes chez toi, tu ne bouges plus. Parce qu'un c'est de la pollution, c'est je ne sais pas combien de tonnes de béton. Et en fait, et quelquefois, tu te dis, non mais attends, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. C'est comme des choux, des carottes. Enfin, voilà. C'est compliqué. Ok, merci. Est-ce que j'ai une micro-question sur la compensation pour rebondir? Est-ce que je peux me permettre? Vas-y. Ok, juste pour la compensation, du coup, le but, c'est de ne pas forcément faire de la compensation sur des puits anthropiques, les forêts, notamment la reforestation, etc., parce qu'on voit tous les risques que ça entraîne. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe un puits carbone qui absorbe immédiatement et durablement dans le temps? Est-ce qu'on a ce puits carbone-là qui existe miraculeusement? Le puits carbone, on l'a, c'est les forêts primaires, mais on les détruit. Oui, c'est ça. Et on les détruit pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas valorisées et parce qu'en fait, on a une pression économique. Voilà. Et c'est ça qui est fou. Et je veux dire, à Madagascar, nous, on avait fait une étude il y a 20 ans où on disait qu'à Madagascar, il n'y aurait plus de forêt primaire en 2020. On y est presque. Oui. Et moi, j'avais dit, mais attendez, nous, les chercheurs, il faut qu'on agisse. Je dis, non, les chercheurs ne sont pas là pour agir, ils sont là pour écrire. Voilà, c'est point. Et du coup... Non, mais c'est horrible de dire ça. Mais... Ah oui, c'est catastrophique. Et du coup, c'est vrai que quand on a commencé à déforester pour planter du bio, et que nous, en France, on dit oui, il faut du bio dans les cantines, c'est un petit peu comme oui, il ne faut pas d'enfants dans les usines. Oui, mais bon, on a des niveaux. Les populations dans certains pays, elles sont très fragiles. Quand le souci, c'est de manger au quotidien, on ne va pas se prendre la tête sur dans 20 ans, votre pays sera pourri. Ce n'est pas du tout ça. C'est déjà, j'aimerais bien vivre demain. Et donc, ces espèces vous voyez, c'est totalement en phase avec le terme des financiers qui sont dans le court terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible de dire ça. Et regardez, dans le domaine du tourisme, on a saccagé des sites au Vietnam pour des questions touristiques et l'Agence française de développement avait engagé, je reparle du Vietnam parce que je connais pas mal, et avait engagé un projet
d'éco-construction qui était bien, et ils ont perdu par rapport justement à un projet, comme on disait tout à l'heure, de tourisme de masse. J'ai demandé à récupérer le dossier pour qu'on puisse capitaliser pourquoi on a perdu, parce que je lui ai dit, je suis sûre que vous n'avez pas valorisé à hauteur de ce que ça a apporté, notamment les impacts environnementaux et sociaux positifs, ce qui est vrai. Ils n'ont pas voulu me donner le dossier parce qu'ils se sont dit, oui, on va sortir le dossier, on va dire qu'on a mal fait notre boulot, alors que ce n'était pas du tout ça. Mais je pense qu'il faut réussir à capitaliser sur les erreurs et sur les échecs. Aujourd'hui, on parle trop de ce qui gagne, des succès. Et je pense que c'est ce qui nous nuit. Il faut réussir à récupérer les échecs, parce que les échecs, ils apprennent beaucoup. Et je pense que l'AFD aurait dû nous donner le dossier. Parce qu'on aurait pu prendre ce dossier et l'appliquer en Colombie ou au Cameroun, parce que voilà, c'est des pays qui s'ouvrent. Et il faut absolument qu'on capitalise sur des pays qui ont perdu un certain nombre de sites à cause de ces problèmes économiques. C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup d'échanges à faire, et notamment, vous voyez, au niveau des différents acteurs du tourisme, il y a un vrai écosystème à bâtir, parce que ce n'est pas évident, en plus la post-Covid, ce n'est pas évident à se débrouiller, mais il faudrait ne pas repartir sur du tourisme de masse où justement les aspects économiques sont plus faciles à valoriser que l'intégration d'environnement et social. Ok, merci beaucoup. Il y a Thomas qui a une question. Est-ce que Thomas est toujours là? Il a une question sur le tourisme durable. N'est-il pas déjà de sortir de la massification? Est-ce que tu es là, Thomas? Non? Bon, il avait une question intéressante, donc je la lis. La question du tourisme durable n'est-il pas déjà de sortir de la massification en se recentrant également sur l'expérience client autour d'une reconnexion aux valeurs fondamentales plus qu'un débat sur la compensation carbone? En fait, ça en revient tout à l'heure à l'échange qu'on avait sur les tonnages carbone par personne. Ouais. Et oui, on est de plus en plus sur Terre, on n'a qu'une planète, on n'a pas des ressources infinies. Donc trouver des ressorts d'expériences différents, on parlait de slow tourisme, et de rendre attirant des choses, c'est super important. Je discutais avec les responsables de France Télévisions. Vous savez que France Télévisions étant une télé publique, ils ont des cahiers des charges à respecter. Et en fait, l'idée, c'est quand même de passer des messages qui sont bénéfiques pour la société. Et en fait, là encore, quelquefois, on voit les spots TV qui incitent à la consommation et à côté, une émission qui va vous dire ne consommez pas. Ce n'est pas très logique. Mais là encore, il y a une question économique. Et je pense que ça, c'est très important. Le cœur de métier de France Télévisions, et ils ont des messages à faire passer dans le domaine du développement durable, ce serait de promouvoir ces espèces de slow tourisme ou d'apprécier les choses différemment. Et regardez là, dans un périmètre de 10 km, je ne sais pas vous, mais vous découvrez peut-être des choses que vous n'aviez pas l'occasion de découvrir aujourd'hui, parce qu'il faut bien sortir un petit peu. Et je pense que c'est peut-être une leçon aussi. Et le fait d'être coincé chez nous, est-ce qu'on ne peut pas aussi tirer plaisir de choses différentes? Bon, alors c'est aussi dans ce type de situation qu'on pourrait construire un autre tourisme et le plaisir aussi nous on parle de l'avant-voyage et de l'après-voyage pour étendre là encore l'expérience du tourisme, pas seulement la concentrer sur ce qu'on vit au quotidien. D'accord, merci. Aurélie aurait une question à poser. Oui, je voulais rebondir en fait sur la thématique de la gouvernance et notamment sur les indicateurs de performance. Est-ce que justement dans le tourisme, on n'aurait pas intérêt, ou en tout cas ce ne serait pas pertinent justement de mettre des indicateurs de performance des entreprises autres que effectivement le financier, comme on en discutait tout à l'heure, et du tout d'avoir une vraie raison d'être en tant que justement entreprise du tourisme qui travaille avec des populations locales et qui touche aussi bien l'économique, le social que l'environnemental. Alors, oui, je lisais un article très intéressant qui opposait la raison d'être et la raison d'avoir. Et justement, il y a 25 ans, on parlait des meilleures techniques économiquement disponibles. Meilleures technologies MTD.
Et on n'a jamais réussi à s'entendre sur qu'est-ce qui est économiquement tolérable, en fait. C'est quoi, par exemple, vous placez votre argent ou vous cherchez un prêt, vous voulez quel taux, et vous allez prendre le taux le plus bas possible pour payer le moins cher possible. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière ce taux, hein. Et en fait, c'est ça aussi. C'est quelle rentabilité on souhaite et quelle est la rentabilité normale. C'est très difficile. Et donc, c'était sorti à 25 ans et là, c'est ressorti il y a 3 ans. Parce que... et je pense que c'est à nouveau, ça y est, c'est parti. Je pense que les gens ont dû dire, oui, on a sorti ça il y a 25 ans, on n'a pas réussi, donc c'est peut-être pas la peine de… Mais effectivement, c'est intéressant, hein, ces nouveaux indicateurs clés de performance. Mais au top de la pyramide, hein, le top management, il est quand même soumis à une pression du système qui est la même. Et ça, c'est dans le domaine touristique, mais c'est dans tous les domaines. Donc, la raison d'être, oui. Aujourd'hui, il faut faire très attention, hein, parce que l'entreprise choisit sa raison d'être, qui n'est pas forcément la plus pertinente par rapport aux impacts socio-environnementaux. Hein, voilà. Les aspects de société à mission, là encore, on peut se questionner. Mais bon, je pense que ça va dans le bon sens. Et je pense qu'il faut aussi essayer de co-construire avec le consommateur, le touriste, pour, comme dans la marque du consommateur, lui dire « Tu veux ça? T'as vu, mais ça coûte de l'argent. Tu veux ça? Ouais, mais ça coûte de l'argent. » Et faire prendre conscience que tous les critères qu'il demande, finalement, il y a en face un plus. Plus 1 centime, plus 2 centimes, plus 3 centimes. OK. Tu prends ou tu ne prends pas? Non, là, c'est trop cher, je ne prends pas. OK. Mais tu es conscient qu'on peut, mais c'est plus cher. Et ça, je pense que la co-construction avec le client, on organise un atelier d'ailleurs d'éclairage là-dessus en marketing, hein, pour les marketeurs, sur co-construire son produit avec le client. C'est super parce que quand tu l'associes, il s'implique, c'est son produit. Et je pense qu'aujourd'hui, en marketing, on apprend beaucoup ça, hein, les clés du nouveau marketing, c'est co-construire avec ton client. Et quelquefois, on ne le fait pas suffisamment nous-mêmes. Ouais, je voudrais rebondir là-dessus parce que pour la raison d'être, on peut aussi co-construire notre raison d'être avec ses clients et ses parties prenantes. Et là, justement, on élargit notre champ d'action et on se rend compte qu'on ne vend plus du produit, mais qu'on a peut-être justement une cause beaucoup plus grande que ce qu'est notre métier d'origine, non? Oui, tout à fait. C'est vrai. La découverte, les relations, mais en fait… ce qui marque on travaille avec des Finlandais, notamment sur le village là, du Père Noël, etc. Et alors, c'était avant le Covid, bien entendu. Et ils cherchent à valoriser l'animal, la présence de l'animal pour le protéger. Hein. Et en fait, il dit, ben oui, parce que quand vous êtes en Finlande, que vous faites du motoneige, c'est pas très écologique, que vous vous baladez et que vous rencontrez un renne, c'est waouh, et c'est ce qui va vous marquer, c'est l'émotion. Et donc ce renne a une valeur, les loups ont une valeur, l'éléphant a une valeur. Et en fait, l'idée, c'est d'avancer avec ça parce que cette expérience, traverser des forêts sans rencontrer d'animal, bah, c'est vrai que c'est moins intéressant. Donc on peut dire que l'animal a une valeur parce qu'il apporte ce surplus d'émotion. Et c'est une raison de mettre de l'argent pour le préserver. Vous voyez, c'est des raisonnements purement économiques, hein, mais si on trouve que ça, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, on a réussi à préserver, justement, à éviter la construction d'un barrage en valorisant ça, en valorisant le fait que les éléphants permettaient d'attirer une clientèle touristique et donc il ne fallait pas créer ce barrage parce qu'on n'allait plus avoir ces éléphants. Donc, c'est des arguments qui peuvent peser. Très bien, merci. J'ai une question de Christophe Santuc. Est-ce que tu es là, Christophe? Alors, Christophe avait une question pour Béatrice qui était « As-tu un avis particulier sur la ceinture verte du Sahel ?» Oui, je suis là, mais très bien, François, merci beaucoup. La question est simple, effectivement. Je pense que Béatrice connaît ce projet de cette ceinture du Sahel qui ne date pas d'hier. J'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Je trouve ça… là encore, en fait, je pense qu'il faut intégrer, il faut avoir une vision large du projet et les implications, et de toutes les implications de ce projet.
je pense qu'effectivement, l'idée est intéressante. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Après, dans la mise en pratique, que ce soit environnemental et social, hein, parce que nous, quand on parle de tourisme positif et quand on évalue les projets, on allie toujours les deux, enfin, le social et l'environnemental, même si c'est plus complexe, parce que moi, dans les années 2000, j'ai cautionné la production en Chine, dans une usine où travaillaient des enfants dans des conditions détestables, pour des questions environnementales. Et je me suis dit, plus jamais, en fait. Et du coup, je pense qu'effectivement, on doit avoir une vision plus globale. Il y a un enjeu social, un enjeu écologique et économique aussi, bien entendu. Et que souvent, ce type de projet, c'est difficile d'avoir… Enfin, là, voilà, moi, c'est ce qui me manque souvent quand on analyse tous les projets, c'est les conséquences derrière tout ça. Et voilà. Et à qui revient le bénéfice au final? Eh bien, il revient particulièrement aux pays et aux locaux, puisque vous savez que c'est une ceinture verte donc de plantation d'arbres qui va du Sénégal jusqu'au Soudan, qui traverse toute l'Afrique d'est en ouest, et qui revient au final au profit des éleveurs et des agriculteurs de ces différents pays qui souffrent bien évidemment de désertification. Et c'est pratiqué par les locaux. C'est mis en place. Les plantations sont faites par les locaux. Oui, donc c'est vrai que c'est très bien. Alors après, s'ils arrivent à financer ça tout seuls, mais vous savez, quelquefois, certains projets ont des financements qui ne sont pas… Voilà, on va détruire des forêts primaires pour après replanter des arbres ailleurs. Enfin… Et quelquefois même, nous, on peut cautionner ce type de choses parce que c'est des produits qui sont affichés carbone. C'est le cas, je vous parle de ça parce que c'est le cas en Colombie. On déforeste du primaire pour replanter et on va valoriser cette déforestation pour replanter pour des questions écologiques. Donc voilà, mais je ne connais pas suffisamment bien ce cas-là. C'est vrai que c'est super intéressant si c'est vraiment appréhendé localement, toujours en validant d'où viennent les financements. Parce que, mais oui, effectivement, si ça bénéficie au local, je pense que l'appréhension locale est essentielle aujourd'hui. Et ouais. Merci. Merci Christophe pour ta question. Il nous reste à peu près 5 minutes. Et il y a eu des échanges sur le chat sur la destination Thaïlande et entre Maxime et Elsa et je crois une autre personne. Et une des questions qui ressortait, c'était comment faire changer justement les voyageurs de mentalité. Parce que la destination Thaïlande, peut-être que Maxime ou Elsa veulent prendre la parole pour expliquer un peu leur questionnement. C'est-à-dire que Maxime disait qu'il y avait beaucoup de possibilités en Thaïlande et que Chiang Mai, Phuket, Bangkok étaient les destinations numéro 1 pour une première fois, mais qu'à côté de ça, le pays offrait beaucoup de choses. Est-ce que Maxime, tu veux rebondir? Si tu es là? Oui, oui, bonjour François, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Et puis après, Elsa prendra la suite. Oui, voilà, effectivement, au travers de Very Local Trip, on a eu l'opportunité de faire le lien entre des communautés locales et des voyageurs et des agences et monter de A à Z des projets en collaboration avec des universités locales, notamment en veillant à ne pas dénaturer l'endroit. C'est-à-dire le but n'était pas d'amener des cars de 50 touristes dans les petits villages, mais voilà, d'être sur un positionnement haut de gamme, très qualitatif, et d'apporter un extra income à ces communautés qui pouvaient partager leur savoir-faire sur l'Indigo, par exemple. J'ai pu emmener moi-même des agences de voyage haut de gamme pour des éductours qui avaient encore la chair de poule. Je me souviens encore en repartant, en me disant, mais c'est juste magnifique, ça va cartonner, tu vas voir, on va proposer. Et en fait, ça s'est très peu vendu, parce qu'en fait, même des agences de voyage haut de gamme qui sont très connues avaient du mal, parce qu'à chaque fois, les gens veulent toujours aller dans les grands classiques que la voisine, la cousine ou la tante a fait en disant « j'ai fait la Thaïlande ». Ils ont l'impression de ne pas avoir fait la Thaïlande s'ils ne sont pas allés sur une île très connue. Alors, Bangkok, effectivement, c'est un incontournable aussi, mais c'est normal, c'est là qu'atterrissent les gens. Mais voilà, les gens veulent toujours aller où tout le monde va, alors qu'en fait, la Thaïlande, pour y avoir vécu 10 ans, et même en balnéaire, il y a des pépites où il y a très peu de touristes, mais c'est toujours le même problème. Et voilà, donc, bon, je pense que ça va changer tout doucement, mais sûrement, mais il y a un gros travail de connaissance de la destination aussi, de la part de ceux qui vendent le voyage aussi, c'est une chaîne. Voilà, pour ce petit témoignage.
Oui, merci pour ce témoignage. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous dites, oui, la tante, la cousine, etc., ils sont allés. Donc, en fait, là encore, il y a des échanges d'émotions. Et entre amis aussi, hein, oui, tu as fait ça, oui, j'y suis allée, parce que finalement, on a ces espèces de repères qui font que on peut après échanger. Et je discutais avec un ami qui me dit, oui, moi, voyager seul, ça ne m'intéresse pas parce que ce que j'aime bien, c'est échanger après. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui voyagent seuls et c'est génial, ils sont contents. Enfin, tout le monde est différent hein, sur la planète. Mais, et cette notion d'échange d'émotions est super importante. Donc, effectivement, je pense que le marketing est très fort là-dessus hein, pour faire évoluer. Le problème, c'est qu'il faut que les gens qui fassent du marketing voilà, évoluent. Et vous avez raison de le signaler, s'éloigner des sentiers battus, vous savez, c'est comme aujourd'hui, quand on va dans une friperie, on est fun. Je veux dire, vous parliez de friperie il y a 20 ans, c'était pas fun. Et du coup, on a ces espèces de standards fun à mettre en place, à inculquer, et ça, c'est très important. Et le comble, et je terminerai juste là-dessus, c'est qu'en fait, 100% des voyageurs dans les retours qualité qu'on ait pu avoir sur un voyage de 3 semaines en Thaïlande, à chaque fois, ce qui ressortait, c'était votre expérience qui vous a vraiment marqué, c'était le séjour en terre indigo à Sakon Nakhon dans la Thaïlande. Parce que émotionnellement, c'était quelque chose de très fort, très authentique, mais paradoxalement difficile à vendre. Voilà. Oui, parce qu'il fallait ces standards. Et moi, je me rappellerai toujours, une fois, j'étais allée au Vietnam et on était passé à côté du plus grand temple, le plus haut du Vietnam. Et j'ai dit à mon collègue, on ne s'arrête pas, c'est à 3 km, même pas. Il dit non, mais ça, c'est nul et tout ça. Et une frustration quand même importante, hein, quand vous passez à côté, vous dites, je ne vais pas le voir, enfin bon. Et après, finalement, un temps d'adaptation pour se poser. Et ça, c'est quand même compliqué, hein, parce qu'on est quand même bien formaté. Oui, et puis il y a un vrai travail en amont sur le terrain à mettre en place ces projets qui demandent une grosse énergie. On part de zéro et c'est vrai que souvent les locaux ne se rendent pas compte des pépites qu'ils ont au coin de leur rue ou le petit temple ou la petite pagode qui est juste magnifique. Et c'est ça que recherche le voyageur et pour eux, non, c'est juste la pagode au coin de ma rue que je connais depuis 20 ans, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, il y a toujours aussi le décalage et il y a un gros travail de training aussi à faire et aussi de standards. Il faut toujours dénicher aussi la petite guest house qui n'est pas un 5 étoiles, mais qui a suffisamment de charme et de confort pour accueillir des clients, des voyageurs qui ne veulent pas voyager en mode route. Et parfois, ils ne se rendent pas compte que juste mettre une belle potiche, enlever la cagette en plastique qui traîne au-dessus de la potiche et mettre un beau bouquet de fleurs ou une bougie, ça change tout. Et voilà, parfois, les gens ne se rendent pas compte des pépites qu'ils ont entre les mains aussi localement, parce qu'ils ne sont pas habitués aussi à recevoir des voyageurs avec certains standards. Il y a un vrai travail sur plein d'étages à faire. Hein. C'est vrai qu'après, on a des cahiers de tendance qui circulent. Par exemple, les Français, quand ils vont au restaurant, il faut qu'ils aient le couteau, fourchette, etc., table à hauteur, tout ça. Ça aussi, c'est un peu peut-être à déconstruire. Oui, Elsa, tu voulais rebondir rapidement parce que je ne sais pas si jusqu'à combien de temps on peut étendre. Blandine, est-ce qu'on peut un peu élargir le Zoom? On peut rallonger un peu 5-10 minutes? Oui, bien sûr. Oui, pas de souci. Okay, merci super. Blandine. Super, merci beaucoup. Oui, je voudrais rebondir sur tellement de choses. Là, ce qui me vient, c'est vraiment pour moi le changement de paradigme majeur à faire sur l'expérience client, c'est l'émotion. Parce que là, aujourd'hui, ce qui se vend en agence, c'est beaucoup du préformaté, c'est beaucoup du must-do, c'est de la bucket list. Alors, ok, c'est bien, mais au-delà de ça, non seulement il y a des trésors à découvrir en dehors des sentiers battus, comme on a pu en témoigner. Hein. Moi, j'ai fait un voyage solo de 3 mois en Asie, en Océanie. Je vous garantis que j'ai jamais été 1 minute seule. Hein, déjà, voyage solo, je casse les codes. Et d'autre part, j'ai été dans quasiment aucun des must-do de Nouvelle-Zélande. Et je peux vous dire que c'était juste incroyable, en fait. Donc, pour que ça reste hors sentier battu, bien évidemment, il ne faut pas non plus trop transférer les flux. Il y a un vrai travail d'expérience client à faire. Et aussi, je voulais rebondir sur un truc qui me paraît hyper important, puisqu'on parle de la Thaïlande, sur les éléphants et sur les animaux. Parce que ça, c'est un sujet, la balade à dos d'éléphant, c'est un très grand classique en Thaïlande. Maxime, je te fais pas de dessin, je pense que tu connais bien. Personne ne s'imagine ce qu'il y a derrière ces balades à dos d'éléphant. Déjà, c'est criminel pour les animaux. Je pense qu'il est impératif de former les professionnels du tourisme là-dessus.
Et d'autre part, si on veut aller sur l'émotion, je pense qu'il y a des trésors à aller chercher qui sont encore sous-exploités sur ces fameux animaux qui sont pour moi un vecteur d'émotion majeur, hein, qui marche hyper bien, que ce soit pour les adultes, les familles, toutes les personnes peuvent être touchées par le monde animal. Et on peut tout à fait aller rencontrer les éléphants en Thaïlande d'une toute autre façon, en allant dans des vrais sanctuaires qui respectent les animaux et qui ne font pas n'importe quoi, qui ne font pas du marketing et de l'argent sur le dos des animaux. Et on peut avoir une façon de voyager qui soit éthique, qui soit durable, qui soit alignée et qui procure une émotion de dingue en fait. L'expérience client, là, elle est à vie. Et ces gens-là, je peux vous dire qu'ils vont retourner prendre des voyages chez vous. Donc ce que fait Maxime, ce que font les tours opérateurs éthiques sur les animaux, pour moi c'est majeur. Et le changement de paradigme, il est là. Tout ça, ça tient du même état d'esprit en fait. Sortir des sentiers battus, sortir des bucket lists, sortir des must-do et aller vers beaucoup plus d'authenticité, d'émotion, de vérité et de prise de conscience. Et je pense que c'est un grand tout qui va nous amener tous progressivement vers une prise de conscience même globale sur l'empreinte écologique des entreprises, etc. On va commencer à raisonner de manière complètement coopérative plutôt que de penser qu'à soi. On va ouvrir son esprit en fait, on va ouvrir son cœur et on va commencer à regarder les choses telles qu'elles sont et l'urgence de se mobiliser ensemble pour faire autre chose. Et on peut faire autre chose en amenant de l'argent. Ça aussi, c'est un paradigme à changer dans le secteur du tourisme. Sur l'argent, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la valeur des choses et sur comment on le vend. Alors, nous, on avait proposé un programme au Vietnam il y a 5 ans pour sauver les derniers éléphants sauvages. Ils sont tous morts maintenant. Et on n'a pas été retenu, ça n'a pas été considéré comme important. Là, je pense qu'aussi, il y a cette valeur sur laquelle il faut travailler. Pourtant, on était parti avec des associations Elephant Watch, on avait nos collègues finlandais. Moi, je trouvais le dossier excellent, quoi. Il y avait cette préservation de petits éléphants là qu'on tue parce que moi, ma collègue au Vietnam, elle me disait non, mais les éléphants, il faut les tuer, c'est dangereux pour nous. Je dis non, mais c'est un moyen de préserver ton environnement, ta forêt primaire, que de les conserver. Et quand tu lui expliques, elle dit ah oui, j'avais pas pensé ça comme ça. Parce qu'ils sont dans un contexte où on leur donne des messages. L'éléphant est dangereux, il faut tuer. Donc effectivement, cette notion de... et en Afrique, c'était pareil. Hein, Elephant Watch me racontait qu'il y a des enfants dans le village, ils ne savent même pas qu'à 3 km, il y a des éléphants. Et on va leur envoyer, nous, des livres avec des chiens, des chats et tout ça, alors que finalement, ils ont des choses incroyables à côté de chez eux. Et du coup... ouais, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ces animaux, comme on le voit par rapport aux chevaux. C'est pas parce qu'on monte pas à cheval qu'on peut pas prendre plaisir à aller. Voilà, il y a même des formations de leadership avec les chevaux. Et là, c'est pareil. Ce côté animal, je pense qu'effectivement, est très fort et ça permet de sauvegarder finalement d'une manière un peu plus. Voilà. Merci. Pour conclure, je ne sais pas si c'est sur quoi vous voulez redire, François. Il y a Cathy qui avait une remarque assez pertinente sur le sujet. Est-ce que tu veux bien nous l'évoquer sur le vrai challenge des pros qui consiste à répartir les flux? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a un gros challenge au niveau des professionnels du tourisme et c'est vrai que c'est important de le soulever, de le mettre en valeur. Il faut à tout prix qu'on essaie d'orienter les clients et de répartir les flux. Donc, il faut qu'on fasse du démarketing en n'hésitant pas à montrer la réalité. Béatrice parlait du Vietnam, c'est un excellent exemple de choses qui ont été faites à outrance et que certains réceptifs d'ailleurs sur place déconseillent maintenant en essayant d'amener les voyageurs vers d'autres sites beaucoup plus préservés. Donc, il faut vraiment montrer la réalité aux clients et arrêter de leur montrer une version qui est tout à fait idéalisée et qui ne correspond pas à la réalité. Ensuite, il faut instaurer des jauges. Récemment, le Sénat a voté des mesures contre la surfréquentation de certains lieux qui donnent plus de pouvoir aux maires. Donc, du coup, bon, en tout cas, en France, je pense que ça va pouvoir se faire.
au niveau des rédacteurs web ou autres, il faut créer du contenu adapté à la découverte de nouveaux endroits qui sont un peu plus confidentiels, d'itinéraires différents, de choses qui sortent un petit peu du lot de l'ordinaire. Il faut également faciliter, je pense, la réservation des activités pour que justement il y ait une meilleure répartition dans le temps. Et bien là, il faut évidemment mettre en place des outils de réservation qui soient simples et performants pour les utilisateurs. Et enfin, je pense qu'il faut varier les offres en fonction des nouvelles tendances et des pratiques et ne pas hésiter à les mettre en valeur et à les pousser auprès de la clientèle de façon à ce que les choses soient un peu plus fluides par rapport à ça. Voilà. Je trouvais aussi, il y avait un commentaire sur la sobriété numérique. Je trouvais que c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voyager, donc on voyage par procuration, voilà. Et notamment, toute cette réflexion sur l'impact numérique de ce voyage qu'on dit, voilà, peut-être neutre, mais ce n'est pas du tout neutre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment monter en compétence. On travaille beaucoup là-dessus, sur comment on peut amoindrir l'impact numérique de son site internet, de ses centrales de réservation, etc. Parce que c'est beaucoup de données, des données qu'on conserve, c'est ce qu'on appelle des données chaudes, des données qu'on conserve sur des clouds qui consomment de l'énergie en permanence, avec des milliers de données qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et donc, arriver aussi à amoindrir cet impact, parce que c'est un impact important aujourd'hui des entreprises, et notamment en période comme on le vit aujourd'hui. Je crois qu'on va arriver à terme, non, Cilia, là? On est… Il me semble aussi, ouais. Avec grand regret d'ailleurs, parce que c'est très riche. Hein. Mais donc, du coup, il faudra une suite. Hein, exactement. Ça, et tu es prête à revenir? Avant, on faisait des conférences et puis il n'y avait pas de suite. Et aujourd'hui, quand on donne, on aime bien une suite. Eh bien, est-ce que tu es prête, toi, Béatrice? Ah bah oui, moi je suis super prête pour donner une suite parce que je trouve qu'il y a il y a eu plein d'interventions super intéressantes, des projets sur lesquels nous on peut aussi s'unir pour valoriser, pour co-construire, parce que souvent il faut rentrer en synergie. Ça nous demande parfois pas beaucoup de travail en plus et on est beaucoup plus fort ensemble. Donc on a parlé beaucoup des animaux, vous voyez. Moi, mes collègues en Finlande, ils sont pros, on peut mettre en relation tout ça parce que ce qu'on a perdu au Vietnam, enfin le projet perdu, moi j'aimerais bien potentiellement le reprendre pour la Colombie parce qu'il y a d'autres enjeux en Colombie et comme vous le savez, la France est très présente aussi en Colombie. Je pense qu'il y a vraiment des enjeux et dans d'autres pays, hein, bien sûr le Cameroun notamment, pour qu'on puisse aider quelquefois, enfin souvent d'ailleurs les locaux qui sont très contents qu'on vienne les aider, pas pour d'argent, vous voyez, c'est juste pour le plaisir. Et, super. Il y a Anne qui veut dire un petit mot, mais très rapide. Juste rapidement, c'est pour rebondir sur la Colombie. Pour info, c'est nous, un des pays où on a le plus d'hôtels responsables sur le site. Je pense qu'aussi les hôtels, ils ont pris, enfin les locaux ont quand même pris conscience qu'il y avait des choses qui s'étaient pas forcément bien faites dans d'autres pays. Parce que nous, il est dans notre top 3 des pays, enfin des destinations où on a le plus d'hôtels éco-responsables, par exemple. Merci beaucoup. Il y a Anne-Isabelle qui veut faire un petit coucou très rapidement. Anne-Isabelle, tu lèves la main. C'est un… Non? Une fois? Deux fois? Perdu. Désolé. Je suis désolé. Bon, Elsa, tu veux dire quelque chose? Si tu veux rien dire, éteins ton micro, s'il te plaît. Ok. Merci. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Je remercie aussi l'équipe et évidemment Béatrice. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont un petit mot de la fin à ajouter, Béatrice ou des membres de l'équipe? Et puis après, on pourra se dire à bientôt puisque effectivement, Béatrice, vous avez soulevé un point important, c'est qu'ensuite nos travaux ne s'arrêtent pas là. On va donc bien continuer à réfléchir aussi à des solutions sur cette thématique. Donc, on est dans le même axe d'idées, je pense. Et puis, on est prêt à réfléchir avec vous aussi, hein? En fait, je pense que c'est ça qu'il faut, c'est de la co-construction. On ne construit rien tout seul. Il faut co-construire et s'approprier. Et ça reste des projets comme ça.
des unions. Merci encore à Respire pour cette organisation. C'était vraiment super. Ça nous a donné de l'énergie pour la journée et le week-end. Et je pense que c'est ça aussi ce qui est génial, c'est quand on rencontre des gens qui partagent des choses, on a des échanges d'énergie et aussi c'est émotion. Et construire avec des gens avec lesquels on partage de l'énergie, ça aussi procure beaucoup de bonheur. Merci de m'avoir laissé l'opportunité d'échanger avec vous et au plaisir de vous retrouver voilà, par la suite. Merci à tout le monde. Et puis, merci à tous. On continue vers un tourisme positif. On continue. Tous ensemble. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.